3. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de région. Ce mois-ci, nous nous intéresserons à l'éducation et à la transmission des savoirs, avec notamment un coup de projecteur sur le CLEPT. Il s'agit du collège, lycée élitaire pour tous. Cet établissement, unique en France, accueille ceux que l'on appelle les décrocheurs. Ce sont ces jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. Ils seraient environ 140 000 chaque année en France. Alors l'idée, c'est de leur proposer une autre école, de les accompagner jusqu'au baccalauréat. Et ça marche, 85% d'entre eux ont le bac, encadrés, vous le verrez, par des professeurs très investis dans leur mission. Les élèves, on ne les lâche pas, on est toujours sur leur dos. Dimitri, dans 2 minutes, t'es pas accepté en histoire. Arrête de faire la bise et bouge-toi là. Bonjour Armel. Bonjour Lilou. Alors c'était bien les samouraïs? C'était super. C'était très long. Très long, ouais. Ils ont la possibilité de choisir leur soutien dans les disciplines principales. Le but, c'est qu'ils voient eux-mêmes où sont leurs difficultés, qu'ils s'approprient un peu leur scolarité. C'est à la carte et surtout à leur demande. On est là pour leurs besoins, leurs questions. Alors c'est quoi ton sujet ? Et nous changerons d'univers pour découvrir une toute autre école d'un tout autre style, perdue dans les vignes du Beaujolais. Il s'agit de l'école Tsuji. C'est là que sont formés les futurs grands chefs japonais, de véritables passionnés de la gastronomie française, au point de s'installer ensuite chez nous. Une histoire d'amour qui dure et qui marche aussi dans l'autre sens, avec des chefs français qui s'inspirent au quotidien de la cuisine japonaise. Dans la brigade de l'école Tsuji, moyenne d'âge 20 ans, ces cuisiniers japonais peaufinent leur formation au plus près des meilleurs chefs français. J'ai toujours voulu devenir cuisinière. De toutes les cuisines du monde, c'est la cuisine française qui est la plus belle, la plus aboutie. Et pour moi, la meilleure façon de l'apprendre était de venir ici, en France. On connaît tous la chanson, mais qui a eu cette idée folle d'inventer l'école ? Eh bien, à Grenoble, une poignée d'enseignants ont pour leur part réinventé l'école. Leur objectif, raccrocher ceux qui sont sortis du système scolaire. Pour cela, ils ont créé le CLEPT, le collège, lycée élitaire pour tous, un établissement expérimental unique en France et qui permet à d'anciens décrocheurs d'avoir leur baccalauréat général. Au CLEPT, l'enseignement est alternatif, tout comme l'organisation. Là-bas, les profs sont volontaires et n'hésitent jamais à casser les codes de l'éducation nationale. Reportage Jordan Guéant, Maxime Kemener, Christophe Tremosa et Sophie Villatte. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. C'est l'armée un peu. L'armée, c'est-à-dire ? C'est grave strict, c'est trop d'ordres ce qu'ils donnent. Le professeur, il dit répétez. Tiens, il est à quel mode le verbe ? L'impératif. Un impératif, c'est bien ça. Hein ? Donc voilà, répétez. La parole du maître, elle est uniquement impérative. Hein ? Bon, donc une figure du maître extrêmement sympathique, hein, n'est-ce pas, Alexandre ? Je suis sûre que tu l'adorerais, celui-là. Ouais, c'est certain. Mais moi je trouve que ça fait un peu comme s'il essayait de le formater. Oui. Genre... Le calcul mental, hein, là. C'est court, c'est... Oui. C'est bref, quoi. Tout à fait. Et du coup, ça donne peut-être l'image de quelque chose d'un peu mécanique. Ouais, voilà. Un peu mécanique. Hein. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Donc ça, c'est typique de quelque chose qui fait la distraction. Hein, l'enfant est attiré par l'oiseau qui passe dans le ciel, et donc toute son attention se tourne vers l'oiseau. Hein. Vous connaissez tous ça, particulièrement, j'imagine. À un moment donné, on s'échappe du cours. Moi je suis Zora, j'ai 15 ans et je suis au club depuis le mois de septembre. Au début je n'étais pas motivée du tout en fait. Puis après je suis arrivée ici et ça se passe super bien.
Moi, je m'appelle Saousane, je suis au club depuis début septembre. L'école, ça n'a pas été toujours une partie de plaisir pour moi, mais si je suis venue ici, c'est que ça répondait à mes attentes. Je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans. Ça fait 3 ans que je suis au club maintenant et je suis en terminale S, donc je prépare mon bac. C'est surtout ma dernière année en seconde générale où j'en avais marre et ras-le-bol total. Je m'appelle Anthony Lecaire, ça fait 3 ans que j'enseigne au CLEPT. Je dirais que c'est une école qui essaye que chacun puisse trouver sa place comme il l'entend en apportant des savoirs émancipateurs. Je m'appelle Isabelle Abedi, je suis au CLEP depuis 2006. Pour moi, c'est l'école comme elle devrait être. Plus humaine, plus humaine. Moi, c'est Marie-Cécile. Le CLEP, c'est une école qui essaye de faire que tous ceux qui ont loupé une marche puissent remonter dessus. Dimitri, c'est 8h10. Faut trouver un rythme là. Tu vas où toi, Samuel? Ça va pas commencer. Ah bah non, c'est 8h10, ça commence. J'ai sociaux avec toi. Et ben alors tu vas avec Marianne dans la salle d'anglais. Non, Marianne est avec moi en fait. Marianne, tu viens avec nous? Bonjour, tu commences par les langues? Oui, bonjour Stéphane. C'est quand même ici que tu vas chasser plus tes idées noires que tout seul chez toi dans ton pantalon. Hein. Allez, arrive. Allez, à tout de suite Stéphane. Bonjour Ashley, c'est Marie-Cécile. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que cette semaine, c'est plus compliqué pour toi d'être à l'heure le matin? J'espère que tu es en train d'être dans le tram et que c'est pour ça que tu décroches pas. Sinon, tu nous appelles. On donne un coup de fil directement aux jeunes le plus souvent. Quand ils arrivent, ils sont toujours dans cette relation de chat et de souris, on raconte des bobards, etc., etc. Et puis ensuite, à travers le tutorat, la vie de classe, et puis ce qui se passe éventuellement au téléphone le matin, on essaye de sortir de cette affaire-là et puis d'entrer dans le dur. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à être là? Qu'est-ce qui fait que ça continue à être compliqué? Et puis on essaye de trouver des solutions. Des fois, ça peut être la demande des ménages. La demande des ménages. Nous nous adressons à un public de jeunes qui ont décroché depuis minimum 6 mois. Et quand je dis décroché, vraiment en rupture scolaire, jusqu'à 4, 5 ans. Ces jeunes qui ont quitté l'école, nous, on est persuadés qu'ils peuvent y réussir et puis poursuivre leur chemin. Et étant donné qu'ailleurs, il s'est passé des choses qui a fait que c'était pas possible pour eux de continuer, forcément, on leur propose une autre école. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'on est une école alternative. On les appelle les décrocheurs. Au CLEPT, ils sont une centaine à renouer peu à peu avec l'école. Du collège à la terminale, unis par leur rêve, un bac général, et par les blessures encore vives du système scolaire, des blessures à cicatriser. Donc Stéphane est allé chercher un pain au chocolat, il me fallait un pain au chocolat. Et Rebecca, je vais croiser, mais je vais pas. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui... On y est? Donc, comme d'habitude, deux sujets de boutique que Caro va vous présenter. Donc, un premier sujet où vous allez rédiger, on va vous donner des mots-clés, puis à partir de ces mots, vous allez essayer de rédiger quelque chose.
C'est vrai. Le jeu, c'est que tu reprennes ces mots dans un autre contexte. Que toi, tu dis, je sais pas, avocat. C'est quoi d'autre qu'avocat? Quelqu'un qui défend. Oui, ça c'est dans le cadre de la justice, mais ça peut être quoi d'autre? On s'est rendu compte que les élèves décrocheurs avaient beaucoup de mal à ce qu'on appelle le passage à l'écrit. Et on voulait trouver une forme déscolarisée pour justement les amener à passer à l'écrit, mais sans forcément qu'il y ait une pression de la note ou de l'évaluation, plutôt dans un aspect de plaisir et puis après de partage. Donc la boutique, c'est un moment, 1 heure par semaine, où des élèves de différents niveaux sont regroupés, où ils créent un groupe à part entière, un groupe autonome, et au fil du temps, justement, ils apprennent à se connaître par ce biais-là. On va passer à la lecture. Qui a choisi la première proposition? Quentin? Toujours pas? D'accord. J'aime bien le mot décrocheur. Il a un sacré ego, je trouve. Il signifie clairement que nous décrochons de l'école, alors qu'en vérité, on n'y a jamais vraiment accroché. C'est au ça? Table, j'aime ce mot. J'aime ce mot qui a une syllabe. J'aime ce mot recherche, car pour moi, il cherche amour. J'aime sa tonalité. Enfance pour son passé. Pour tous, c'est un... Comment dire un échappatoire. Je sais pas si déjà il y a un échappatoire, non? C'est comme un échappatoire et voilà. Mais on peut dire ce qu'on pense au fond de nous-mêmes. Donc, voilà. Mais bon, au début c'était compliqué, mais après, par la suite, maintenant, pour moi, de lire devant tout le monde, ça me dérange plus. Des jokers ont été grillés pour certains. Ouais. Et bien grillés. Hein. C'est la seule fois où je lis. Ouais, mais c'est pour ça que t'as grillé ton joker. On s'est rendu compte que beaucoup d'élèves aussi, lorsqu'ils revenaient dans un établissement traditionnel, il y avait une sorte de phobie, de crainte, de peur. Donc on a voulu mettre un cadre peut-être plus souple en apparence, mais qui en réalité, lorsqu'on creuse un peu, est beaucoup plus exigeant pour les élèves. Les élèves, on ne les lâche pas, on est toujours sur leur dos. Dimitri, dans 2 minutes, t'es pas accepté en histoire. Arrête de faire la bise, dépêche-toi là. Bonjour Armel. Bonjour Lilo. Alors c'était bien les samouraïs? C'était super. C'était très long. Très long, ouais. Ils ont la possibilité de choisir leur soutien dans les disciplines principales. Le but, c'est qu'ils voient eux-mêmes où sont leurs difficultés, qu'ils s'approprient un peu leur scolarité. C'est à la carte et surtout à leur demande. On est là pour leurs besoins, leurs questions. Alors c'est quoi ton sujet? C'est quoi les mots auxquels tu peux te raccrocher un petit peu là? Un personnage qui se libère puis après d'une situation oppressante. C'est quoi une situation oppressante? Quand on n'est pas bien. Ouais, quand on n'est pas bien, c'est un truc qu'on a tous vécu, non? Tout serré. Ouais, quand on se sent tout serré. C'est joli comme expression. Hein, c'est déjà un truc que tu pourrais garder, ça. Se sentir oppressé parce que il peut pas bouger, il peut pas sortir. L'enfermement. Ouais. D'accord. Donc tu as ta situation là. Maintenant, il faut que je retrouve un personnage. Un garçon, jeune fille, en classe. Il se sent. Ça m'a donné plein d'idées. Merci Jean-Marc. Ça t'a donné plein d'idées. Ok. Maintenant, il faut que tu cherches des mots. J'ai jamais appris dans une école classique. Enfin, tout ce que j'ai fait en école classique, j'en ai très peu de souvenirs. Et je pense que c'est plus facile d'apprendre ici. C'était un peu ma mauvaise période et je trouvais ça trop oppressant en fait. J'ai toujours été dehors et j'ai toujours un peu vécu à gauche, à droite et rester derrière un pupitre toute une journée, c'était trop difficile. La boule au ventre le matin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des parcours complètement différents. Il n'y a pas une explication. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être même des problèmes d'inadaptation scolaire, et parfois pas où on croit, des jeunes qui ont, on appelle ça alors intellectuellement précoces ou à haut potentiel, qui justement par rapport aux normes ont un problème avec les normes un peu trop classiques et se sentent vraiment très très mal dans une institution traditionnelle. Et par rapport à ça, c'est justement les différences de tous ces décrocheurs qui nous permet d'inventer, de réfléchir à différents dispositifs. Donc on essaye d'avoir à la fois des moments collectifs et aussi des moments individuels pour que chacun puisse trouver sa place. Il faut les réconcilier avec l'école puis avec l'adulte. Parce que s'ils ont décroché, c'est qu'il y a eu forcément des choses avec les adultes, avec les profs qui ont été difficiles. Donc toute cette période d'apprivoisement
elle est importante. Et puis des fois, elle dure. Parce qu'il y en a certains qui ont vécu des moments très très douloureux quand même avec l'école. Donc, Au CLEP, des ateliers. Mon préféré, c'était plutôt l'atelier photo. Du coup, j'ai été prise pour l'atelier photo. L'école, c'est toujours la même chose, la routine. Au bout d'un moment, voilà, on n'en peut plus. Et là, ça change, quoi. Pour moi, c'est une découverte. En général, ceux qui sont décrochés, c'est pour cette routine, pour ce mal. Parce qu'on était mal à l'école. Comment ça se passait, c'était toujours pareil. Du coup, là, ça change. Elle. D'accord. Non. Si, c'est pas mal. Regarde les lignes, elles sont droites. Toute cette ligne. Tu les mets bien dans ton cadre, tu mets ton appareil, tu les mets bien dans ton cadre, tu essaies de mettre les lignes verticales et tu testes. Quand on arrête l'école et on a un mauvais passé avec l'école, ça fait du bien de retrouver l'école, mais dans un autre contexte. Et tiens ton appareil plus droit, si tu peux, comme ça. Qu'est-ce que tu vois là? C'est intéressant ou pas? Les reflets là, des arbres et... Tu vois la photo que c'est là? L'atelier, c'est un lieu où ils peuvent se dégager des peurs qu'ils ont par rapport au scolaire. Ils ont souvent été mal notés, mal jugés, etc. Ici, ils viennent beaucoup plus libres. Hein. Donc c'est un lieu où ils apprennent plus facilement à débarrasser des angoisses de l'évaluation, des angoisses du jugement, etc. etc. Moi, je pense que j'ai été persécutée, on peut dire ça comme ça, par certaines personnes. Du coup, ça m'a fait un choc. En fait, on m'avait trop mis dans la tête, non, tu passeras pas un bac général, tu seras professionnel. J'étais pas naïve, mais je me disais, ils ont raison, peut-être des fois que c'est moi le problème et que, ouais. Mais en fait, après, avec du recul, je me suis dit non, pourquoi les autres et pas moi? Raccrocher est un long combat incertain. Alors pour le gagner, même les cours les plus classiques sont ici différents. Une quinzaine d'élèves par classe, jamais plus, et des méthodes à un programme scolaire, souvent en dehors des sentiers balisés. Allez, on se réveille un peu. Hein? Aujourd'hui, on continue sur le thème concernant l'altérité. Par rapport aux différences justement d'ADN. Où trouve-t-on plus de différences d'ADN? Est-ce qu'on le trouve en Europe ou en Afrique? Afrique, tous on vient de l'Afrique, pourquoi il y a des races différentes? C'est au changement Il n'y a qu'une seule espèce humaine, il n'y a pas de race. Biologiquement, il n'y a pas de race, d'accord? Par contre, il y a de la diversité humaine liée à des facteurs biologiques, liées à des rencontres environnementales, liées à des choix de préférence. Mais sinon, à la base, on a tous la même base. Genre, tu prends plein de petits X là, tu les mets tous, et après, c'est juste, ils changent. Genre, tu fous un Y au milieu, ça va changer la donne, mais après, sinon, c'est tout pareil. C'est vrai que de mettre de la philo à tous les étages, c'est assez unique. Il y a peu d'endroits où ça se fait. Ça se fait pas ailleurs pour des tas de raisons liées aux profs de philo, qui pensent qu'il faut une maturité et du langage et des mots pour pouvoir philosopher. Et nous, on pense qu'au contraire, on va les gagner en se posant des questions. Allez Aurélie, on s'installe. On s'installe, alors attends, on enlève ça. Alors, c'était quoi ces nouvelles formes de dérivation? Je sais plus. Racine de... racine de x. Non, 2 racines de 2x. Presque. Allez, on recommence, ça va bien se passer. Vas-y. Je sais plus. La dérivée de racine de... C'est en re-regardant. Allez. C'est quoi, une prime? Ouais, ça commence bien. Sur 2 racines de... Ah, trop fort, Hugo. Allez. Ouais. Tu vois, cette petite dérivée là? Il n'y a pas un petit truc, devant aussi, surtout? 2x racine de x plus 3. Il y a quand même... C'est quand même un x racine de x plus 3. C'est un... Oui, c'est une multiplication à produit. Voilà, c'est un petit produit. Et c'est quoi la dérivée d'un produit? Quel enfer.
se sent moins seul, quoi. On sait qu'il y a certaines personnes sur qui on peut compter, ou les profs, même les élèves. C'est trop bien que je vais dans un cours où le prof il m'attend, il a envie que je sois là, et même ça lui fait plaisir que je sois là, donc franchement ça aide à se motiver pour se lever le matin. Votre mission, ça va être de me déterminer l'aire maximale. Il faudra trouver pour quelle valeur de x est-ce que l'aire est la plus grande possible. Quoi? C'est toujours le cri du cœur du beau, ça. Quoi? C'est une école finalement où on vit beaucoup plus, où les élèves finalement sont pas que des élèves, sont des individus qu'on connaît, qu'on côtoie tout le temps et qu'on apprend à connaître. Et donc du coup, on est beaucoup plus légitime de leur parler parce qu'on les connaît, pas uniquement à la vue de notre petit cours de maths où on les voit juste pendant 1 heure, une fois par semaine, on les voit tout le temps, on les voit vivre, ils nous voient vivre. Et du coup, voilà, on se connaît bien plus, quoi. Dans cette école sans sonnerie, les codes volent souvent en éclats. Ainsi, au CLEPT, il n'y a que des profs. 15 volontaires à la fois enseignants, surveillants et secrétaires. Une polyvalence revendiquée. Laura, on a une absence en M1 et un retard en M2. Stéphane, alors, absence en M1, en M3, et tu as un retard en M2 et en S2. Ah, sympa. C'est une bonne journée. Donc, M1. De l'autre côté, il était là. Bon. M2. Loris, il a fait pareil. Absence à partir de M3, donc ils sont taillés à la boutique. C'est un autre engagement de prof, hein. C'est sûr que c'est pas 18 heures, mais c'est 30 voire 35. C'est un investissement différent, hein, ça c'est sûr. Alors dans nos heures, il y a le côté prof, mais finalement le côté prof d'une telle matière est pas, je dirais pas, c'est pas l'essentiel, quoi. Finalement, on va être prof de couloir, c'est-à-dire qu'on va les appeler le matin quand ils sont pas là, on va les attraper quand ils sortent de cours en claquant la porte parce que c'était difficile. On va être dans plein d'endroits, mais justement c'est là qu'on va les connaître partout. Il y a des élèves pour qui l'actualité, qu'a rappelé rapidement Agathe, et il y a plein d'autres actualités, ça repasse, comme tu dis, là-dessus. Moi, ça me paraît important de questionner le fait que cette actualité qui nous tient à cœur, et plein de gens, les élèves, etc., qu'est-ce qui fait que certains d'entre eux, ça leur passe au-dessus. En même temps, quand tu as 16 ans, que tu es raccrocheur, que tu galères, et qu'en plus, si tu connaissais leur dossier à certains, je veux dire, moi, je sais pas, il y a certains, je me dis, se rajouter l'Iran, se rajouter la Corée, franchement... Moi, je le ferai pas. Être prof au CLEPT, c'est d'abord être dans une équipe, se dire qu'on n'est pas tout seul, se dire que ensemble on réfléchit aux situations variées qui sont jamais les mêmes. Parce qu'on on est dans l'humain. Avec l'humain, c'est pas du reproductible tel quel. La parole, c'est quelque chose d'essentiel pour avancer d'une façon collégiale, prof, ensemble, et profs et élèves également. C'est quelque chose qui remet complètement en cause la professionnalité des enseignants. Donc, parfois, on se rend compte que si les élèves décrochent ou si les élèves n'adhèrent pas, c'est aussi la responsabilité des enseignants. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, en fait, en tant qu'enseignant, de se remettre en question, parce qu'on est censé avoir le savoir et dispenser le savoir, et parfois de dire je ne sais pas, ça peut être mal vu, en fait. Trop différent, le modèle du CLEPT n'a jamais été dupliqué. La réussite est pourtant bien là. Ici, seuls 15% des élèves démissionnent. Mais surtout, comme partout ailleurs, 85% réussissent leur bac. De belles histoires, comme celle de Sarah, la petite fille qui n'aimait pas l'école, étudie aujourd'hui dans l'une des plus prestigieuses. La dernière fois que j'étais entrée, c'était lors du concours. Et on était 1000. La deuxième fois qu'on est rentré, on était 250. Donc voilà ce qu'on a eu chance d'être ici. Je dirais que maintenant que je suis depuis un semestre et que j'ai appris plein de choses, je suis contente de ce que j'ai appris. Et je sais que c'est une formation qu'on ne peut pas avoir de partout.
Donc je suis contente, je suis fière d'être là. Le fait que j'ai pu passer mon bac, c'est pas que ma réussite, mais c'est vraiment mes professeurs qui ont toujours été là et qui ont continué à me motiver, à me soutenir. C'est eux qui m'ont conseillé de venir à Sciences Po. Sinon, j'aurais jamais pensé même pas de penser de passer le concours. J'aimerais étudier les relations internationales. Après, je ne sais pas exactement quel travail j'aimerais faire, peut-être dans une ambassade ou dans un consulat. Ils ont un peu une revanche à prendre aussi, leur dire attendez, vous m'avez dit que j'étais pas capable, bah regardez là, j'ai réussi. Et quand on se rend compte qu'on a les mêmes résultats que dans les établissements classiques entre guillemets, bah, c'est vrai qu'on est assez fiers d'eux, parce que c'est eux qui l'ont fait le chemin, donc on est content. La réussite, elle est bonne, mais moi, ce qui me restera aussi, c'est tous ceux avec lesquels ça n'a pas marché, parce que c'est pas magique le CLEPT. Il y a aussi des jeunes avec lesquels on n'y arrive pas. Mais par contre, ils sont très rares ceux auxquels on n'a pas un peu ouvert la porte. Deux et deux, 4. Répétez, dit le maître. Et le professeur crie « Quand vous aurez fini de faire le pitre !» Mais tous les autres enfants écoutent la musique. Et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. L'élève, pendant tout le texte, le prof, il leur fait répéter des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Mais sauf qu'il y a un moment où l'enfant commence à s'amuser, à divaguer, et il n'a plus envie de faire des chiffres. Il y a quand même un truc dans le texte. Je sais pas, il y a un vers qui est assez choquant du point de vue du sens. Qu'est-ce qui se passe pour les murs? Les murs s'écroulent tranquillement. Du point de vue des mots, le verbe s'écrouler avec l'adverbe tranquillement, c'est quand même étrange. Mais ça dit bien que la libération de l'enfant cancre, elle passe par la destruction du monde qui l'entoure. Ici, l'école. À partir du moment où ça devient insupportable pour cet enfant, alors il ne peut plus apprendre. Et c'est là la catastrophe. C'est pas forcément, si tu veux, il me semble, Zora, qu'on a besoin de professeurs très très gentils, comme tu l'as dit, ou je sais pas quoi, d'une atmosphère tout en coton, un peu comme chez les bisounours, tu vois. Hein, je sais pas si c'est ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de trouver un moyen qui fasse que l'élève ne se sente pas agressé, ne se sente pas évidemment oppressé, ne se sente pas mis à mal, hein, dans sa personne, pour pouvoir apprendre, en fait. Je suis venue dans l'optique de partir le plus vite possible, en fait, de faire une réinsertion et puis d'après de partir, quoi, d'à mes 16 ans arrêter. Et en fait, c'est bien d'apprendre. J'ai envie, puis je pense que je suis en train de raccrocher, ouais. Je pense, hein, je suis pas sûre. Et en fait, les profs, ils ont dit que j'étais sur une bonne voie, du coup, je pense que j'ai raccroché. J'aimerais bien m'arrêter quelque chose dans soit audiovisuel, soit plus tout ce qui est métier du multimédia. Que ce soit monteur vidéo ou travailler sur un ordi, pour faire simple. Donc je voulais passer un petit message à toute l'équipe du CLEPT, ceux qui y sont passés et même tous ceux qui y sont encore. Je voulais dire un grand merci pour ce que vous faites. Vous êtes géniaux. Et lâchez rien, continuez. Et vraiment merci pour tout.
Le décrochage scolaire, on continue d'en parler ici au CIO de Lyon-Nord. Ce centre d'information et d'orientation propose, comme d'autres CIO de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs. Ces plateformes ont été créées il y a 5 ans. Il s'agit d'un dispositif permettant d'identifier ces jeunes de 16 à 25 ans totalement sortis du système scolaire ou ne suivant pas de formation. L'objectif, c'est de les accompagner pour qu'ils retrouvent soit un emploi, soit le chemin de l'école. Philippe Mérieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation à l'Université Lumière à Lyon 2, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Vous connaissiez bien le CLEPT, dont on parlait à l'instant, puisque vous faites partie du conseil scientifique. Alors, le reportage que nous avons vu se termine par un élève, et c'est assez émouvant, qui rend hommage à toute l'équipe, finalement, du CLEPT. C'est assez rare d'entendre ça. Oui, c'est assez rare et c'est assez exemplaire. On a là un établissement où une véritable équipe d'adultes prend en charge un ensemble d'élèves. Alors qu'en général, et malheureusement dans certains établissements encore trop nombreux, on retient l'image d'un professeur, mais l'équipe ne se manifeste pas suffisamment en tant que telle pour soutenir chacun des élèves dans sa scolarité. C'est le cas du CLEPT et c'est pour ça que c'est une expérience exemplaire. Expérience exemplaire et pour autant pas reconduite ailleurs en France. Pour quelle raison ? Elle n'est pas reconduite ailleurs, mais il y a des dispositifs du même ordre qui existent ailleurs. Alors certes, pas suffisamment, mais il y en a. Il y a ce qu'on appelle des micro-lycées qui sont dans la même philosophie et qui scolarisent aussi ces jeunes. Il y a aussi toute une série d'autres dispositifs qui sont offerts aux élèves décrocheurs. Nous avons ici le lycée de la Nouvelle Chance à Villeurbanne, mais qui irradie maintenant sur toute l'Académie de Lyon. Nous avons des écoles de la Deuxième Chance. Nous avons aussi des stages qui relèvent de la formation continue, dite de compétences premières. Nous avons des EPID qui relèvent du ministère des Armées. Nous avons toute une série de dispositifs. Et d'ailleurs, un des problèmes majeurs, c'est de trouver le bon dispositif qui convient à chaque jeune. On sent dans ce reportage un vrai plaisir d'apprendre et d'enseigner. Il y a vraiment cette notion de plaisir. C'est important pour vous ? Pour beaucoup, ces décrocheurs sont fâchés avec l'école parce qu'ils ont vécu les apprentissages comme des souffrances personnelles. On dit très souvent, vous savez, c'est une banalité, cet élève ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé. Moi, j'inverse souvent cette formule. Et je dis, un élève n'est pas motivé parce qu'il n'a jamais réussi. Rien ne démotive plus que l'échec. Et donc, il est très important de montrer à l'élève que l'intelligence est pleine de satisfaction, que la connaissance, c'est une aventure fabuleuse, que cette aventure fabuleuse en vaut bien d'autres, qu'elle vaut la peine d'être vécue et que c'est par là qu'il va se réconcilier avec une formation un peu plus académique qui lui permettra d'accéder à la fois à des connaissances mais aussi à un métier. Alors le CLEPT aborde un des pans de la réforme des collèges, notamment l'accompagnement personnalisé. C'est une réforme à laquelle vous adhérez ? On sait aujourd'hui que il faut à la fois des temps collectifs à l'école, la classe, où on travaille ensemble, mais il faut aussi des temps où chacun est entendu sur ses difficultés spécifiques. Et ces temps-là sont nécessaires, et il est nécessaire que ça se passe dans l'école, parce que si ça ne se passe pas dans l'école, ça va se passer ailleurs, ça va se passer dans des officines privées qui spéculent sur l'angoisse des familles, ça va se passer par Internet, mais il faudra trouver le bon filon et payer souvent le droit d'accès. Le fait que l'école ait en son sein des outils de suivi et d'accompagnement des élèves, où on se coltine avec des tâches, des travaux, où on comprend pourquoi l'élève ne comprend pas, où on passe des contrats sur ce à quoi il s'engage pour l'avenir, etc., c'est déterminant pour la réussite. C'est un outil de démocratisation de la réussite absolument essentiel. Alors pour motiver des élèves, il faut aussi des enseignants qui soient eux-mêmes très motivés. Ils le sont. Vous êtes pour la revalorisation de leur salaire. C'est important de mieux les accompagner, d'augmenter ces salaires, de montrer qu'ils sont importants. Je pense que c'est difficile d'être enseignant aujourd'hui. Je pense que c'est plus difficile que ça ne l'a été, parce que d'une certaine manière, quand on entre dans une classe, il faut presque reconstruire l'école. On a des élèves qui sont moins attentifs qu'avant, toutes les enquêtes le prouvent. On a des élèves dont certains ont intériorisé l'échec, on a des élèves dont certains sont ce qu'on appelle hyperactifs, ils sont montés sur ressort, ils ne restent pas 3 minutes en place. On demande aux enseignants qu'ils rendent leurs élèves attentifs, studieux, précis, rigoureux, qu'ils développent une pensée en un peu plus qu'une phrase, dans une société où l'inattention est de mise, où le slogan est triomphant et où la consommation matérielle est le signe de la
la réussite. On leur demande d'inverser d'une certaine manière les valeurs sociales, et c'est un très gros travail dont on les charge là. Et pour ce travail-là, je pense qu'ils ne sont pas suffisamment reconnus, à la fois symboliquement et aussi financièrement. Nous sommes d'ailleurs un des pays européens où le métier d'enseignant est le moins valorisé, le moins reconnu. Et je crains que cela, à terme, non pas mine, mais démobilise un peu, parce que le fait de ne pas se sentir reconnu à un moment donné, c'est vrai pour les élèves comme pour les professeurs, eh bien cela démobilise. Merci beaucoup, Philippe Mérieux, d'avoir répondu à nos questions. Merci. On le sait, la cuisine japonaise a toujours inspiré et inspire aujourd'hui encore la fine fleur de la gastronomie française. Un amour réciproque, puisqu'aujourd'hui, certains grands chefs japonais n'hésitent pas à quitter le pays du soleil levant pour s'installer en France et ouvrir des restaurants. Le guide Michelin a d'ailleurs récemment consacré 3 d'entre eux, des Japonais qui viennent même se former en Auvergne-Rhône-Alpes, dans une école située au cœur des vignes du Beaujolais. Reportage Yael Marie avec Laure Crozat. とてもねカジュアルでリーズナブルなただし材料は Un Saint-Pierre, un foie gras, un céleri. France, Japon, les fiançailles culinaires s'ébauchent ici, dans le Beaujolais. Ça, vous mettez la truffe dedans, d'accord? Et vous passez la moitié. Passez la moitié de la sauce dessus, d'accord? Dans la brigade de l'école Tsuji, moyenne d'âge 20 ans, ces cuisiniers japonais peaufinent leur formation au plus près des meilleurs chefs français. J'ai toujours voulu devenir cuisinière. De toutes les cuisines du monde, c'est la cuisine française qui est la plus belle, la plus aboutie. Et pour moi, la meilleure façon de l'apprendre était de venir ici, en France. Et après tu enlèves le boyau, d'accord? Oui. Après tu coupes en deux, d'accord? Et tu enlèves le... Est-ce que vous comprenez tout? Ah non. Non. juste un peu. Déjà avec le geste, vous faites passer beaucoup de choses. Donc même si vous ne comprenez pas le mot exact, vous avez vu, donc vous imaginez. Je suis très jeune. Dans les restaurants au Japon, personne ne m'autoriserait à cuisiner comme ça. Ici, on peut toucher beaucoup de produits français exceptionnels. J'apprends plein de choses. Un choc culturel. Dans l'assiette, français et japonais ne parlent pas le même langage. Tout ce qui est saisi rapidement, tout ce qui est plancha, tout ça, ils connaissent par rapport à leur cuisson chez eux. Mais tout ce qui est cuisson longue, les braisés, les ragoûts, ils ont un peu plus de mal à comprendre le fonctionnement. Et par contre, ils adorent. スープドーマールクリームà l'huile de pistache et croix rôti. Bon appétit. Merci. 坊主の方がいいんじゃない C'est bon. C'est bon. J'aime Omar. J'aime gâteau. J'aime pas Lonti. J'aime tout. Apprivoiser les saveurs de la gastronomie française. Un exercice que goûtait particulièrement Shizuo Tsuji, le fondateur de l'école. La brume était encore basse mardi matin sur les collines du Beaujolais quand 250 Japonais investirent la cour du château de l'Éclair à Lierre. Octobre 1979. En même temps qu'elle contribuera à renforcer les liens amicaux. Monsieur Paul en personne inaugure l'établissement. C'est grâce à Paul Bocuse qui m'a trouvé le petit château comme ça pour mettre et pour faire centre de perfectionnement de la cuisine française. Au fil de ses voyages, Shizuo Tsuji, journaliste gastronomique, s'est gravement entiché de la cuisine française. Et voilà le japonais grand ami de Paul Bocuse bien décidé à partager son coup de foudre pour l'art de vivre à la française. Kanpai. Kanpai. Santé. Salon donc de Monsieur Tsuji. On a conservé toutes les porcelaines de Madame Katsuko Tsuji. Alors, c'est l'épouse de Shizuo Tsuji. Et ce sont des très belles porcelaines de Bernardo Limoges donc, qui ont été conservées. Et ça fait partie aussi donc, des arts de la table.
Tsuji devient un des plus fervents ambassadeurs de la gastronomie française. Il écrit même une encyclopédie en 12 volumes fin des années 70. Je pense qu'il a voulu essayer de montrer que la cuisine française était vivante, qu'elle évoluait, qu'elle se faisait aussi influencer par l'extérieur, comme c'est le cas actuellement. On a une influence sans doute du Japon sur la cuisine française, comme on l'a eu auparavant dans les années aussi 70-80 de l'Asie en général. L'homme était visionnaire. Bonjour. France, Japon. La rencontre est souvent une histoire de coup de cœur. Ce jour-là, Philippe Mille, chef double étoilé par le guide Michelin, présente son bras droit. Donc, il est à votre place en 96. Donc voilà, il est retourné au Japon et puis maintenant ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble. Hiro, l'ancien élève, est désormais son second de cuisine. Second, Takao Takano l'a longtemps été. Arrivé à Lyon en 2002, un visa d'étudiant en poche, il réveillonne à la cour des loges. À l'époque, le Go-Emilio sacrait le chef Nicolas Lebec, meilleur cuisinier de l'année. Charmé, Takao est pris d'audace. À la fin du repas, j'ai demandé au chef si déjà je peux le rencontrer. Et puis voilà, donc je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à dire je veux travailler. Un aplomb payant. Nicolas Lebec l'embauche comme commis. Takao concrétise son rêve. C'est quand même quelque chose. C'est un seul mot, c'est l'émotion. J'adore. Ici, pour moi, ça représente vraiment l'art de vivre française. C'est ce que je voulais apprendre. C'est pas des choses qu'on apprend, mais c'est ce que je voulais vraiment vivre. Un apprentissage très exigeant. Pourquoi t'envoies des trucs qui sont pas bien? Dans la brigade Lebec, Takao prend vite du galon. Parti vers d'autres aventures, le chef lui confie même son restaurant étoilé. Oula. Un voyage partagé au Japon. 9 années de collaboration, d'amitié. Alors pour le japonais, Lebec a été bien plus qu'un chef. C'est un chef bien sûr, mais bon, c'est un passeur d'amour. C'est un passeur d'émotions pour la cuisine. Ça va, Taka? Ça va, bah merci. Alors, j'ai de la chanterelle, j'ai des artichauts poivrades. Aujourd'hui, Takao n'est plus dans l'ombre de son maître. Bah déjà, je prendrai la chanterelle. Alors, une chanterelle. Ouais. Petite sélection de légumes de saison pour le menu de midi. Ça te plaît? Ça sent quand même le printemps. Bah, Taka, il découvre beaucoup de choses. C'est que dès que j'ai un petit produit, eh ben, il le prend, il travaille avec, et puis le lendemain, il m'appelle, il me dit voilà, tiens, j'ai travaillé avec ça. Là, il prend. Et du coup, vous avez goûté, vous, sa cuisine? Ah oui, et c'est très très bien. On peut plus sortir quand on est là. Oui. Ce soir, donc, déjà avec le Saint-Jacques, on va servir avec des truffes noires de saison. 5 ans maintenant que Takao Takano affirme ses choix. Dans son restaurant, pas de fusion. La cuisine est française. Mais certains plats jouent l'ambiguïté, ils en tromperaient presque le palais des clients. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un plat japonais. Mais bon, ce qu'on utilise comme technique ici, il n'y a que des françaises. Recette de flan, champignons marinés et puis poisson mariné au sel. Avec les techniques françaises, on arrive à faire un plat qui ressemble à la japonaise. Donc
Mon message, c'est la cuisine est universelle. C'est une assiette japonaise ou une assiette française? Un mélange. C'est clairement un mélange. Il y a des nuances en termes de champignons, peut-être même en termes de consistance. Effectivement, il y a un côté mariage. Ça, c'est clair qu'il y a un côté insolite. Une signature gustative bien à lui, et Takao rejoint le cercle des chefs étoilés lyonnais. Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Au milieu des bouchons émergent des adresses très courues par les gourmets. Au fourneau des chefs nippons qui décrochent des macarons, une génération d'expatriés qui revisitent brillamment l'art culinaire gaulois. Salut Katsu himself. Comment tu vas? Ça va. Ça fait longtemps. Andrea Petrini est un food-trotteur, un journaliste gastronomique. Quand il rencontre Katsumi Ishida en 93, ce dernier vient d'ouvrir son bistrot. Historiquement, non seulement il a en tout cas inventé la bistronomie à Lyon, mais c'était l'un des premiers cuisinier japonais, au lieu de faire son pèlerinage jusqu'à Paris, a décidé de s'installer à Lyon et d'ouvrir un restaurant de cuisine française et pas qu'une cuisine japonaise. Oui. Parfois, je lui dis, arrête Katsumi, fais pas chier, il ne faut pas oublier totalement tes racines, vas-y, lâche-toi, etc. Je crois qu'il fait même un blocage, non? Ouais. Oui. Mais tu n'as jamais essayé d'aller voir un psychanalyste? Pas de Japon dans votre assiette. Non. C'est là. Pourquoi? Parce que mon maître, jamais faire. Tellement de choses en France produit, ben moi, je respecte pour ici. Oui. C'est tout. Oui. C'est un vrai samouraï. Tu es d'accord avec moi, non? Ouais. De retour de Tokyo, Andrea peaufine l'écriture d'un ouvrage sur un cuisinier italien. Regard d'un spécialiste sur les nouveaux talents japonais. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils apportent un souffle un peu nouveau. Leurs plats sont assez sublimes visuellement. Et avec ces 2-3 notations exotiques disséminées avec extrême parcimonie, eh ben, ils contribuent également à offrir un bonus, ces légers sentiments d'exotisme, des mélanges d'hybridation, mais qui restent toujours assez superficiels. La cuisine française a au Japon la même place qu'elle a dans le monde, c'est-à-dire une renommée vraiment internationale. Pierre Troisgros a lui fait le voyage dans l'autre sens. En 1968, il revient d'une année de travail au pays du soleil levant. On ne s'attendait pas à les voir comme ça, quoi. Ma maman en kimono et mon papa déguisé comme un samouraï. Je me souviens, mais on ne le voit pas là sur la photo, mais il avait un sabre à la main. Tout ça, c'était magique. Et là, on le voit, il a une valise, et dans cette valise-là, eh bien, il a des petites choses aussi déjà à goûter qui nous a, gamins, nous, moi, ça me semblait très bizarre d'avoir les premières petites bouteilles de sauce soja et de gingembre. Des allers-retours réguliers, des établissements ouverts au Japon. Pierre Troisgros et son frère Jean construisent des passerelles culinaires entre deux cultures. Leur brigade invite des centaines de commis nippons. S'il n'y avait pas la présence d'ingrédients japonais dans la cuisine de mon père et mon oncle, il y avait cette volonté d'aller vers la simplicité. La cuisine Troisgros a toujours été, dans sa modernité, une cuisine qui met en avant l'identité des ingrédients. Gâteau traditionnel à base de haricots rouges. Un peu étouffant, mais très aromatique. Très agréable. Le gingembre est très présent. Et glace soja, sauce soja, c'est toi qui as eu l'idée ou Arnaud, le chef pâtissier, revient tout juste de Tokyo avec des produits frais. On le lance en général en février et on peut commencer à le consommer en juillet. Alors le wasabi est une petite racine très délicate à cultiver. Je peux en parler parce que j'ai moi-même fait des expériences pour cultiver du wasabi ici dans la campagne rouennaise.
est consommé comme ça, c'est-à-dire sur une râpe en peau de requin qui, d'une certaine façon, émulsionne. Voilà, c'est d'une puissance aromatique incroyable. C'est un éclair. C'est la moutarde puissance 10, voilà. Cette note âcre, relevée, le cuisinier 3 étoiles l'introduit par touche dans ses plats, un mariage de saveurs assumé. Je crois qu'il peut être heureux si le cuisinier sait faire la part des choses, c'est équilibrer, prendre ce qu'il faut et l'associer, on va dire, à sa tradition, à son parcours, etc. Si c'est pour faire semblant, si c'est pour faire à la mode, si c'est pour faire une espèce de cuisine franco-japonaise comme ça, qui soit dans l'air du temps, ça n'a aucun intérêt. César, pommes de terre douces séchées, puis poêlées. Ah ben oui, c'est un peu chewing-gum, hein. Aujourd'hui, c'est César, le petit-fils, qui reçoit l'amour du Japon en héritage. Soit de mettre à l'eau un petit peu avant pour le faire regonfler un peu, l'attendrir, parce que c'est très fibreux quand même. On a envie de continuer cette histoire avec le Japon. Il fait des choses au Japon qui sont toujours des découvertes, quoi. Parce que je pense que mon grand-père et puis papa a quand même vu beaucoup de choses au Japon au niveau des produits, mais on n'a pas encore tout vu, quoi. France, Japon, un respect réciproque, pas un simple flirt, un amour durable. Déjà auréolés par les guides gastronomiques, Takao et les autres seront-ils les prochains Bocuse ou Trois Gros? À cette question, l'humilité nippone se teinte d'un brin d'ambition. Monsieur Paul Bocuse, c'est autre chose. C'est un icône. Puis voilà, donc moi je veux créer mon propre identité. J'ai pas envie de rester au même niveau. J'ai toujours envie d'avoir une satisfaction supplémentaire. Et puis voilà, bien sûr, si on arrive à avoir une étoile, c'est une satisfaction extraordinaire. On va prendre du beurre demi-sel, céleri, carottes, on ajoute nos lentillons. Dans le Beaujolais, la démonstration du chef est terminée. Merci à vous. Mon rêve ultime, c'est de revenir en France après mes études, d'ouvrir un restaurant et de décrocher 3 étoiles. Ça va? C'est bien? Dans quelques jours, les élèves de Tsuji partiront en stage chez les plus grands cuisiniers de l'Hexagone. Quelques mois de pratique supplémentaires pour éprouver la force de leur appétit pour la gastronomie française. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro d'Enquête de région.